comment une entreprise, un géant même, peut passer d'un quasi-monopole au bord du précipice, puis revenir de façon spectaculaire, eh bien la réponse elle tient en un seul mot, ou plutôt une méthode, le benchmarking. C'est tout simplement l'art et la manière d'apprendre des meilleurs pour devenir meilleur soi-même. Alors c'est parti, on va décortiquer ensemble cette idée qui a sauvé plus d'une organisation. Voilà notre programme. On va commencer avec une histoire de comeback assez incroyable, celle de Xerox. Ensuite, on définira bien ce que c'est que ce fameux benchmarking. On verra qu'il y a différentes manières de s'y prendre, puis comment on l'applique concrètement. Et on terminera bien sûr avec les leçons à retenir et les erreurs à ne pas faire. Pour bien comprendre la puissance de cette méthode, il faut faire un petit bond dans le passé, direction les années 80. À cette époque, il y a un mastodonte, un nom que tout le monde connaît, Xerox, qui est vraiment au bord du gouffre. Regardez-moi cette dégringolade, c'est vertigineux. En moins de 10 ans, Xerox, qui avait quasiment inventé le photocopieur moderne, a vu sa domination s'évaporer. Pourquoi ? Parce que la concurrence, notamment japonaise, est arrivée avec des machines moins chères et surtout beaucoup plus fiables. Pour Xerox, l'alerte était plus que rouge, il fallait réagir, et vite. Et face à ce qui ressemblait à une menace mortelle, Xerox a mis au point une nouvelle philosophie. Voilà comment il en définit. Ce qui est génial là-dedans, c'est que ce n'était pas juste une simple comparaison de produits. Non, c'était une analyse en profondeur des processus des meilleurs. Et pas seulement de leurs concurrents directs, mais des meilleurs, tous secteurs confondus. Le benchmarking moderne était né. Et les résultats ? Eh bien, accrochez-vous. D'abord, sur la qualité. Ils ont réussi à réduire les défauts de fabrication de 78%. C'est colossal. Ça veut dire que d'un coup, leurs produits sont devenus radicalement plus fiables. Et ça ne s'arrête pas là. Côté efficacité, en allant s'inspirer des pros de la logistique, même ceux qui n'avaient rien à voir avec des photocopieurs, ils ont diminué leur coût de stock de 67%. 2/3, vous imaginez l'argent économisé ? Et au final, le juge de paix, c'est qui ? Le client. Toutes ces améliorations se sont traduites par une hausse de 38% de la satisfaction client. Et voilà comment Xerox a non seulement survécu, mais a réussi en retour en force spectaculaire. Bon, l'histoire de Xerox, c'est parfait pour illustrer le propos, mais maintenant rentrons un peu dans le détail. C'est quoi, au fond, le benchmarking ? Alors, petit point de vocabulaire, mais il est crucial. Il y a le benchmark et le benchmarking. Le benchmark, c'est la cible, la ligne d'arrivée si vous voulez. C'est le quoi. Le benchmarking, c'est le verbe, c'est tout le processus, tout l'entraînement pour y arriver. C'est le comment. L'un sans l'autre, ça ne sert pas à grand-chose. Le but, c'est pas juste de constater un écart, c'est de comprendre comment le combler. En fait, le benchmarking, c'est avant tout un outil de stratégie. Ça force une entreprise à arrêter de se regarder le nombril et à se confronter à la réalité du marché. C'est un peu comme un check-up complet. Ça révèle sans pitié les forces, mais surtout les faiblesses. Et ça permet de fixer des objectifs ambitieux mais réalistes, parce qu'on sait que quelqu'un quelque part y arrive déjà. C'est un vrai moteur pour l'innovation. Maintenant, il faut savoir qu'il n'y a pas qu'une seule façon de faire du benchmarking. Non, c'est plutôt une boîte à outils. Et le choix de l'outil va dépendre de ce qu'on cherche à accomplir. Voyons les 4 approches principales. On a plusieurs options. La plus simple pour commencer, c'est l'interne. On compare différentes équipes ou usines au sein de la même entreprise. Très facile et super pour des gains rapides. Ensuite, le classique, le concurrentiel. On se mesure à ses rivaux. Indispensable, mais attention, les infos sont souvent difficiles à obtenir. Et puis, là où ça devient vraiment passionnant, c'est le fonctionnel ou le générique. Là, on sort de sa bulle. On va regarder comment la meilleure entreprise de logistique au monde gère ses entrepôts, même si elle vend des yaourts. C'est là qu'on trouve les vraies innovations de rupture. Ok, on a le quoi, le pourquoi, les différentes approches. Maintenant, la question à 1 million. Comment on fait concrètement ? Eh bien, ça peut paraître complexe, mais ça suit une logique assez claire qui se résume souvent à un cycle en 5 étapes. Planifier, collecter, analyser, agir et mûrir. C'est ce cycle qui transforme une simple comparaison en un vrai moteur de changement. La phase 1, planifier, est sans doute la plus critique. Si on ne sait pas ce qu'on cherche, on est sûr d'en rien trouver. Et la dernière phase, mûrir, est essentielle. L'idée, ce n'est pas de le faire une fois, mais d'en faire une habitude, une culture de l'amélioration continue. Pour rendre ça un peu moins abstrait, prenons un cas concret. C'est une étude européenne qui a comparé les chaînes logistiques de différents secteurs. Pour être sûr de comparer des choses comparables, ils ont utilisé un standard international qu'on appelle le modèle SCORE. C'est une sorte de langage commun de la performance logistique. Premier indicateur, les jours de stock. Et là, regardez l'écart dans le secteur automobile. La moyenne est à 59 jours, mais les meilleurs de la classe, les champions, tournent avec seulement 15 jours de stock. 15. Ça dénote une efficacité et une agilité absolument redoutables.
Dans la pharmacie, c'est plus élevé, bien sûr, et il y a des contraintes réglementaires, mais ça donne un ordre de grandeur. Et là, on touche un indicateur qui est presque de la magie. Le cycle cash to cash. Pour faire simple, c'est le temps qui s'écoule entre le moment où on paye ses fournisseurs et le moment où le client nous paye. Et regardez ce chiffre pour les meilleurs de l'automobile, moins 84 jours. Ce que ça veut dire est juste fou. Ça veut dire qu'ils sont payés par leurs clients presque 3 mois avant d'avoir à payer leurs propres fournisseurs. Leur chaîne logistique est une machine à générer de la trésorerie. Donc, on le voit bien, ces indicateurs ne sont pas juste des chiffres froids dans un tableau. Non, ils racontent toute une histoire. L'histoire de la stratégie d'une entreprise, de son efficacité, de son pouvoir de négociation. Un cycle court, c'est le signe d'une machine bien huilée. Un cycle long, ça montre où le capital est bloqué, où l'argent dort inutilement. Pour finir, on a vu que le benchmarking est un outil surpuissant. Mais comme tout outil surpuissant, il peut être dangereux si on l'utilise mal. Alors résumons les leçons les plus importantes pour être sûr que ça se passe bien. Voici l'erreur numéro 1, l'erreur fatale même. Vouloir faire un simple copier-coller. Ce qui marche pour une entreprise ne fonctionnera pas forcément à l'identique dans une autre. C'est une recette pour l'échec. La clé, ce n'est pas de copier la solution, mais de comprendre le principe qui la fait fonctionner. Et ensuite, d'adapter ce principe à sa propre culture, sa propre stratégie, ses propres équipes. Et pour la route, 3 autres pièges classiques. D'abord, la paralysie par l'analyse. On collecte des données encore, et on ne décide jamais rien. À un moment, il faut agir. Ensuite, comparer des choux et des carottes. Il faut toujours s'assurer que les données sont ajustées pour que la comparaison ait un sens. Et enfin, le piège des vanity metrics. Ces jolis indicateurs qui flattent l'ego, mais qui ne mesurent rien d'important pour la performance réelle. En fait, au-delà de la méthode, le benchmarking est un état d'esprit. C'est l'humilité de se dire qu'on n'a pas la science infuse et la curiosité d'aller voir comment les autres font. Ça nous rappelle que, quel que soit notre problème, il y a de fortes chances que quelqu'un, quelque part, ait déjà trouvé une solution brillante. La question est-on prêt à aller la chercher? Je vous laisse avec cette réflexion. Si on devait choisir une seule chose à améliorer, où pourrait se cacher la leçon la plus transformatrice? La réponse se trouve souvent là où on s'y attend le moins.